en symbole, d'autant qu'on précise quand même, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, que c'était la première fois que Donald Trump et Volodymyr Zelensky se revoyaient depuis leur rencontre. On s'en souvient, dans le bureau ovale, c'était le 28 février dernier, rencontre qui ne s'était pas bien passée du tout, Gérard Vespierre. Croyez-vous sincèrement que le 28 février, dans le bureau ovale, ce fut une rencontre? Je ne crois pas qu'on puisse qualifier cet événement, alors cette fois-ci préparé, avec la présence de dizaines de journalistes, avec la présence de tous les leaders du gouvernement américain, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, ministre de la Défense, vice-président, Donald Trump bien sûr lui-même, des caméras, et regardez bien la caméra. Donc, voyez-vous, c'était un show. Pour vous, c'est une mise en scène réellement ce qui s'est passé? C'est un show le 28 février, bien sûr, c'était préparé et il s'agissait de mettre Vladimir Zelensky en difficulté. Et donc de ce show-là, on est passé un peu moins de 2 mois plus tard, qui l'aurait cru, 28 février, 26 avril, à la simplicité, 2 chaises, à, je dirais, l'humilité de simplement 2 personnes, 2 dirigeants de haut niveau, le premier dirigeant de la première puissance mondiale et puis un pays de 40 millions en guerre. Et puis, donc, dans ce lieu symbolique, n'est-ce pas, symbolique d'une puissance aussi spirituelle, alors que dans le salon ovale, on était dans la puissance matérielle. Bon. Donc, il y a un parcours, ce n'est pas un jour de paix, c'est un jour qui contribue au parcours de la paix. Il y en aura d'autres. On a commencé à Washington, on est passé à Riyad, on passe par le Kremlin et maintenant on est à Rome, n'est-ce pas? Donc voilà, ce n'est pas un jour qui fait le changement du sort du monde ou de cette guerre, ça va être l'accumulation des pierres. On a mis plusieurs pierres et donc à Saint-Pierre, eh bien, il y a une pierre de plus, si vous me pardonnez. Effectivement, alors la question... Est-ce que vous avez, tous les trois sur ce plateau, le sentiment que là, après ce qui s'est passé aujourd'hui, peut-être Gérard Vespierre, le ton a changé entre l'Ukraine et les États-Unis? Oui, et qu'est-ce qui s'est passé depuis 48 heures? Des bombardements qui ont été qualifiés par Donald Trump de non nécessaires, et donc il a dit « stop Vladimir », n'est-ce pas? Donc il l'a écrit même. Donc c'est un changement qui s'inscrit dans le changement continu, comme je l'expliquais tout à l'heure. On est dans un processus. Donc chaque jour amène un petit correctif, amène une addition au jour précédent. Et donc la position américaine, elle évolue parce qu'effectivement, les États-Unis se rendent compte qu'il y a un rapport de force. Des bombardements, c'est l'usage inconsidéré de la force quand il s'agit de cibler des civils, n'est-ce pas? Et non pas de cibler des responsables militaires ou des bunkers ou des défenses antiaériennes. Donc on fait mourir exprès des civils. Et je pense que ça heurte beaucoup l'appareil politique, diplomatique américain. Et il y a des moyens pour les États-Unis de durcir le ton vis-à-vis de Vladimir Poutine et du Kremlin. Il y a beaucoup de ressources. Le prix du pétrole en est une, n'est-ce pas? Plus le prix du pétrole va baisser, plus les Russes vont être en difficulté économique et elles s'ajoutent à celles qu'ils ont déjà. Nous sommes très heureux d'avoir des prêts bancaires à 3 ou 4%. Pour acheter un appartement à Moscou, il s'agit de payer 30% de taux d'intérêt parce que le taux de la Banque centrale est à 21. N'est-ce pas? On ne parle pas suffisamment de ces choses-là. L'état économique de la Russie n'est pas brillant. On précise, et vous aviez commencé à en parler, Monsieur Vespierre, qu'au même moment où ces chefs d'État en fait, se rencontraient à Rome, Moscou a annoncé avoir reconquis l'intégralité de son territoire dans la région de Koursk, ce que l'Ukraine a démenti d'ailleurs. Et vous faisiez référence à ce qu'a dit Donald Trump à l'issue de cette réunion. On va le voir s'afficher. Peut-être que le président russe, Vladimir Poutine, ne veut pas arrêter la guerre en Ukraine. Il me balade. Il n'y avait aucune raison pour Poutine de tirer des missiles sur des zones civiles, des villes et des villages ces derniers jours. Là, on voit véritablement que le président américain change d'avis. Il évolue avec la somme des événements qui s'ajoutent les uns aux autres. Donc, en ce qui concerne Koursk, moi j'ai toujours dit qu'effectivement c'était très intéressant que les Russes
tiennent absolument à reconquérir le territoire que les Ukrainiens avaient conquis sur leur sol. Parce que c'était la seule carte que l'Ukraine possédait en termes de territoire pour la négociation. Quand on parle de carte, ça veut dire que c'est une carte pour la négociation. Et les Russes, donc, ont voulu absolument reconquérir ce territoire sans dégarnir leurs forces sur le front de la mer Noire, n'est-ce pas? Les 1000 kilomètres, ils ont prélevé pratiquement aucune force. Et donc, ils ont fait venir les Nord-Coréens, qui est un pays, comme on aurait dit il y a quelques années, fantoche. La Corée du Nord n'est pas un pays autonome. Elle a été créée par l'Union soviétique. Bon, revenons pas là-dessus. Mais donc, ils ont fait appel à des forces étrangères pour reconquérir plus rapidement et sans démunir leur front, de façon à supprimer à l'Ukraine cette carte de négociation. Et les bombardements ont été une vague supplémentaire, pas forcément nécessaire, pour impressionner la population ukrainienne et les dirigeants. Mais les pauvres, depuis 3 ans, ont tellement d'horreur que ça ne change pas leur point de vue et leur position. Mais par contre, le fait que la Russie ait voulu reprendre, et elle l'a fait pratiquement dans son intégralité, est vraiment significatif dans le processus d'évolution vers des négociations, en tout cas vers le cessez-le-feu. Alors, on va peut-être le rappeler, mais le 11 mars dernier, l'Ukraine, Gérard Vespierre, a accepté un principe de cessez-le-feu qui n'est jamais entré en vigueur à l'heure où on se parle. Tout à fait, tout à fait. Et donc, il s'agit effectivement de calibrer les mots. Contrôler la Crimée ne veut pas dire que la Crimée est russe en langage diplomatique. Ce n'est pas une reconnaissance de l'annexion ou de la reconnaissance du territoire ou de la nationalité du territoire. L'armée soviétique contrôlait l'Allemagne de l'Est. Elle n'était pas, l'Allemagne de l'Est, un territoire de l'Union soviétique. Voyez-vous, donc, depuis maintenant une quinzaine de jours, il y a une recherche de calibrage des mots pour faire en sorte que les deux parties russo-ukrainiennes puissent s'engager en gardant tout ce que chacun peut y trouver, sans donner effectivement la nationalité, ou plus exactement la territorialité russe à la Crimée. Ça, c'est, en termes de mots, inacceptable pour l'Ukraine. Donc il y a des mots qui sont vraiment très importants. Et pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure concernant la force d'interposition, je ne pense pas vraiment que les éventuelles contributions françaises, anglaises et autres, les anglo-saxons sont très ouverts vers le Canada et vers l'Australie aussi à apporter des petits contingents. Ce ne sont pas des forces d'interposition. Il ne s'agit pas de s'opposer à l'entrée des Russes, mais d'être présents sur le territoire ukrainien pour dire, si jamais il y avait une nouvelle opération russe en Ukraine, d'ailleurs c'est inscrit dans le traité de défense entre l'Ukraine et de sécurité entre l'Ukraine et la France signé en février l'an dernier, il y a 24 heures de décision entre Kiev et Paris pour dire maintenant les Russes attaquent, les Français sont là, les Anglais sont là, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est déjà esquissé, voyez-vous, depuis les rencontres au début de l'année dernière, la vision stratégique du président Macron a été vraiment très précise pour mener à bien ce conflit vers la paix. C'est une vieille tradition de cette papauté qui a toujours voulu être finalement entre les deux, pas en interposition, parce qu'elle n'a pas les moyens de séparer, mais de dire chacun fait un effort. Quand ils sont au milieu de la bagarre, chacun faire un effort, c'est difficile. Oui. La diplomatie vaticane n'est pas dans la matière, elle n'est pas dans le territoire, elle est dans le spirituel. Donc elle peut avoir effectivement un jugement, mais en aucun cas, elle ne peut être opérative. Elle n'a pas les mots, elle n'a pas la préoccupation, ce n'est pas son objectif, ce n'est pas, si je vais oser un mot, son essence. Elle n'est pas là pour ça. Donc, il y a des mots qui sont échangés, qui sont effectivement quelquefois mal compris, mais ce n'est pas la diplomatie du Vatican, c'est de fédérer les catholiques, c'est de fédérer les chrétiens, c'est de fédérer les religions entre elles, voyez-vous. Donc, on n'est pas du tout, on est dans le spirituel, on n'est pas dans la limite des territoires.